Et on est de retour à Ici c'est hockey pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à nouveau à Jonathan Bernier pour sa participation. Toujours fort intéressant d'entendre tes anecdotes, mon cher. On est maintenant tout près de rejoindre Guillaume Lefrançois, journaliste sur le beat du Canadien à la presse, qui va être avec nous dans quelques instants. Guillaume fait le même métier que Jonathan. Puis là, je me suis dit, on va faire une émission concept. On va mettre le gars de Québécois contre le gars de la presse, puis les deux vont nous parler de leur job. Vous en pensez quoi? Pas pire idée? Et Guillaume immédiatement va nous rejoindre dans quelques instants. Salut Guillaume! Salut Mathieu! Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Très bien, merci. Écoute, je viens juste d'avoir ton texto. On débordera pas trop, inquiète-toi pas. On part la machine, ça va rouler. Non, il n'y a pas de problème. Comme je te dis, c'est pas la fin du monde de toute façon, fait qu'il n'y a pas de problème. Guillaume, je te mets en contexte. Tu es journaliste sur le beat du Canadien à La Presse. Depuis, vas-y. Depuis 2014, ça passe vite, mais ça va bientôt faire 7 ans au mois de juin. Tu travailles dans le monde du journalisme depuis 2006. Exact. Et il y a quelque chose de fort intéressant à propos de ton parcours. C'est qu'à la base, tu ne pensais pas devenir journaliste. Tu avais d'autres intérêts. Puis finalement, tu as été charmé par le métier. Puis tu as choisi de devenir journaliste sportif. Parle-moi de comment tu as passé de professeur d'histoire, je crois. Ben, je l'étais pas, là. J'étais pas professeur d'histoire, mais je souhaitais. Exact. Je souhaitais le devenir. J'étudiais à l'UQAM. J'ai fait mon bac. Puis ensuite, pendant que je faisais ma maîtrise, parce que le but, c'était d'enseigner au cégep, je voulais même retourner au cégep Ontic, qui est le cégep où j'ai étudié. Donc, c'était là que je voulais enseigner. Puis ça, donc, pendant que je faisais ma maîtrise, Jean-François Tremblay, qui est devenu maintenant mon patron à la presse, il était pas patron à Radio-Canada Sport, là, il était journaliste. Et ils avaient besoin de bras pour les Jeux de Sochi, pas pour couvrir pas Sochi, excuse-moi, les Jeux de Turin. Pas pour couvrir là-bas, mais pour travailler ici à Montréal le soir pendant que tout le monde dormait à Turin finalement, là, mettre à jour le site web, tout ça. Donc, c'était vraiment des tâches très, très, très de base et rien de compliqué. Mais donc, ça a commencé comme ça. C'était 9 quarts de travail, là, dans le fond, vendredi, samedi, dimanche, le soir, 3 fins de semaine de suite, là, les 3 fins de semaine des Jeux. Donc, c'était simplement ça pour commencer. Puis finalement, ça a fait l'affaire. Puis de fil en aiguille, j'en suis venu à être à temps plein là-bas au site Internet de Radio-Canada Sport. Puis ça a vraiment ouvert plein de portes à partir de là. J'ai lu dans une petite biographie te concernant que... il y a une biographie me concernant quelque part. Tu veux l'apprendre. J'ai fait mes recherches. Là. Écoute, je sais pas pages, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, une petite description d'abord, tu peux faire le terme. La grande vedette Guillaume Lefrançois. Et j'ai lu que l'histoire pour toi, c'était une passion, mais qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu voulais peut-être pas en faire un métier. Ça a été quoi le déclic? Ben, en fait, c'est une espèce de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça allait bien là, à la maîtrise, tout ça, puis j'aimais ça. Mais je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler justement à Radio-Canada, puis je continuais mes études en parallèle, pendant un an, quasiment, pendant un peu plus qu'un an, dans le fond, je faisais les deux en même temps. Je faisais Radio-Canada, puis je finissais ma maîtrise en même temps. Donc, je dirais que c'est pendant cette année-là où est-ce que, d'un côté, je réalisais que ça commençait bien en journalisme. Puis de l'autre côté, bien, je veux dire, c'est ça, j'aimais faire ma maîtrise, mais c'est ça, ouais, tu te poses la question, là, tu dis, est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais en faire une carrière, tout ça, est-ce que ça me passionne à ce point-là?
avec le recul d'aujourd'hui maintenant, j'ai l'impression que oui, que ça aurait continué à me passionner. Je pense que c'est peut-être simplement le rythme des études là, et le fait d'être vraiment, tu sais, quand tu fais une maîtrise, là, t'es vraiment pris avec toi-même. T'as le nez en tout cas, moi, dans mon cas, comme c'est un truc, ça portait sur des caricatures dans les années 30, j'avais le nez dans les microfilms de journaux tout le temps, tu sais. Donc, tu sais, c'était tout le contraire du journalisme qui nous amène à parler à des gens, à rencontrer des gens, tout ça. Dans l'enseignement, j'aurais retrouvé cette partie-là dans ma vie. Tu sais, j'aurais été constamment en contact avec du monde à parler devant des classes de 30 élèves. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au bout du compte, ça se serait placé. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu la lourdeur des études et de la démarche là, qui faisait en sorte que j'avais des petits doutes, mais en tout cas, finalement, je peux te confirmer que j'ai pas de regrets vraiment. De toute façon, j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'ai ma maîtrise, j'ai mon diplôme quand même. Je suis content, puis c'est un super beau bagage. Puis faire une maîtrise a été, c'est probablement une des choses dont je suis le plus fier de ma vie. Puis d'un autre côté, ben, je fais un travail formidable qui me permet de m'amuser tout en gagnant ma vie. Là. Dirais-tu aussi que, encore un peu plus simple, c'était-tu un concours de circonstances, étant donné que tu l'as mentionné brièvement, tu étais bien placé en journalisme. Ça s'est bien passé pour toi. J'imagine que tu t'es retrouvé à un endroit que tu as apprécié. C'est quand même cool, là. Les Jeux olympiques à Radio-Canada Sport, on s'entend. C'est quand même un endroit qui donne le goût de faire ça, là. Tu sais, c'est pas dans les pires spots, là. Ben non, exact. Non, c'est ça, tu sais, c'était... Mais tu sais, je le répète, par exemple, je travaillais pendant les Jeux olympiques, mais pas nécessairement sur les Jeux olympiques, même que j'étais pas mal tout seul dans la salle des nouvelles le soir, là, comme ça, là, c'était parce que justement, tout le monde travaillait à partir de 6 heures le matin, même à partir de 2 heures du matin, en fait, parce que en raison du décalage avec Turin. Donc c'est ça. Donc, bref... Mais je dirais que de façon générale, la gang de Radio-Canada Sport, c'était vraiment formidable. Ça a été une gang assez formidable qui est encore aujourd'hui dans le métier partout. Je parlais de Jean-François Tremblay qui est mon patron. Il y avait Jean-François Chaumont qui est maintenant mon rival au Journal de Montréal qui couvre le Canadien. Je veux dire, Antoine Dehaye qui est toujours à Radio-Canada. Frédéric Laure qui décrit l'Impact. Renaud Saint-Laurent qui est relationniste au Carabin. Toute cette gang-là qu'on était est rendue un peu partout, mais toujours dans le domaine des coms et des médias et du sport. Donc, c'est vraiment une super gang. Là. Puis, Guillaume, pour la petite histoire, j'ai été l'un de tes premiers ou ton premier stagiaire. Si pas mal dans les premiers parce que, en fait, comme c'était en 2015, je pense pas, quand j'étais à Radio-Canada, que j'avais de stagiaires de toute façon. Je pense un petit peu plus commencer à la presse, puis j'en ai à peu près un par année en général, là, parce que c'est pas toujours facile de rentrer ça dans nos horaires. Donc, c'est ça. Donc, tu étais mon premier, sinon, je dirais mon deuxième. Là, donc, pas mal, ouais. Stagiaire d'un jour où j'ai pu faire une belle pratique avec toi à Brossard le matin. On a pris un petit break. Tu es allé faire ta sieste au milieu de la journée. Puis après ça, on s'est rejoint au Centre Bell pour le match du soir. J'ai même eu l'occasion d'assister au point de presse. Je m'en souviens, contre les Maple Leafs, ça s'est terminé en tir de barrage. Je me souviens pas combien, mais quand même pas fait pour les détails. La raison pourquoi je raconte ça, c'est que dans le cadre du travail que je devrais produire, on a eu une courte entrevue ensemble où je devais te demander d'où ça venait. Et puis, je me souviens de tes réponses qui m'avaient tellement étonné parce que étant un jeune homme qui rêvait de faire ça depuis ma tendre enfance, on s'imagine que tous les journalistes sur le beat du Canadien, c'est des jeunes qui rêvent à ça depuis la seconde où ils ont été mis au monde, qui en ont mangé toute leur enfance, ont gravi les échelons en n'ayant qu'un seul objectif en tête, c'est de se rendre là. Écoute, avec un peu plus d'expérience, on comprend que les chemins sont différents pour tout le monde, mais à l'époque, j'ai été stupéfait, j'ai choisi mon mot, d'apprendre que c'était un gars qui aimait le sport, qui aimait le hockey, mais c'était peut-être pas ton objectif ultime lors de ton enfance de te retrouver là. Et j'ai trouvé ça fort intéressant de voir que ce poste-là était aussi ouvert pour des gens qui ont pu développer une passion puis un amour pour le hockey, parce que j'ai presque terminé. Si je me souviens bien, tu m'avais dit que tu aimais le hockey, tu ne connaissais pas tant que ça, mais le fait d'avoir eu cette opportunité-là, tu as littéralement développé une passion. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est ça, exact. En fait, je pense
la mise au point, en fait, l'explication derrière tout ça, tu sais, quand j'étais tout petit, oui, je tripais sur le hockey. J'étais pas plus un grand connaisseur, j'étais pas plus un bon joueur non plus, là, je jouais dans le simple lettre, puis bon, clairement, j'allais pas faire carrière là-dedans, mais c'est sûr. Mais tu sais, j'adorais ça, j'étais gros fan de statistiques, comme je le suis maintenant, je retenais beaucoup de choses inutiles, tout ça, c'était parfait. Et tu sais, moi, je suis né en 82. Quand j'ai commencé à m'intéresser au hockey, mes premiers souvenirs de hockey, c'est la saison 88-89. J'avais 6 ans. Le Canadien était en finale cette année-là. Il a fini premier au classement général ou deuxième là, avec les Flames. Et puis là, après ça, il y a eu la Coupe de 93, tout ça. Donc, c'était de très bonnes années quand même là, pour embarquer dans le hockey. Mais arrive la fin des années 90, disons, après le départ de Patrick Roy, ça s'est mis à descendre, tout ça. Donc, c'est ça, c'est plus que là, il y a eu une baisse, puis là, arrive en secondaire 4-5, Canadien pourri. Moi, je commence à développer un goût pour l'histoire, tout ça, pour les sciences humaines. Fait que c'est là, je dirais que je me suis un petit peu plus éloigné. Je continue à suivre ça quand même. Je regardais des matchs avec mes amis, tout ça, là, mais c'était pas, disons, c'était clairement pas la passion que c'était quand j'étais petit, tu sais. Et puis, après ça, évidemment, qu'en travaillant à Radio-Canada en 2006, là, c'est revenu un peu plus, mais même là, tu sais, ma première vraie affectation, mon premier beat, si on veut, c'était les Alouettes. Donc, tu sais, là, à ce moment-là, tu sais, 2007 à 2011, j'étais très concentré là-dessus. Puis, tu sais, moi, quand tu me donnes un beat, je me concentre là-dessus, puis pas tant sur le reste. Donc, tu sais, oui, c'est sûr que j'en faisais du hockey, puis je suivais ce qui se passait parce que je faisais pas les Alouettes à temps plein. Mais, tu sais, vraiment, c'est ça, ma concentration était sur les Alouettes. Puis même chose, les Alouettes, je n'étais pas un grand fan ni grand connaisseur de football canadien. J'étais un amateur moyen, disons, quand j'étais petit. Et j'en suis venu, à force de travailler là-dedans, à plus connaître ça, puis à développer une passion. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, même si ça fait 10 ans que je le couvre plus, je le suis quand même encore. J'ai pas avec le même intérêt, évidemment, que quand je travaillais là-dedans, mais tu sais, c'est comme devenu quelque chose dans mon écran radar que je suis. Donc, il s'est passé un peu le même processus avec le hockey quand j'ai embarqué là-dessus. J'ai dit, OK, bon, on va se mettre à suivre le hockey d'un peu plus près. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une certaine période de rattrapage, là, ça c'est clair, mais ça se rattrape. Tu sais, je me souviens que les premiers mois, les premières années, des fois, il arrivait des histoires, puis je voyais que j'avais pas la profondeur de connaissances que mes autres collègues avaient parce qu'ils avaient vécu, je sais pas, moi, il avait vécu, on va dire, l'arrivée de Cammalleri à Montréal, ce que moi, j'avais pas vécu. Donc, quand il est parti, il me manquait tout ce background-là, mais ça, c'est des choses qui se rattrape avec le temps. Puis je veux dire, là, tu es assez là depuis longtemps que ce que tu n'as pas vécu, on n'en parle plus. Fait que là, tout est beau. C'est ça, il y en a très peu, mais il en reste encore quand même. Puis tu vois, l'an passé, au début de la pandémie, donc c'était printemps 2020, c'était le 10e anniversaire des séries de 2010 et du parcours du Canadien. Puis comme c'était en temps de pandémie, il y avait beaucoup d'articles d'éphémérides, disons, et d'articles qui revenaient sur le passé. Puis ça m'a quand même rappelé qu'il me manquait encore, tu sais, qu'il me manquait quand même toute cette partie-là à ma culture de hockey. Tu sais, je voyais pas, je disais des trucs, beaucoup de choses que je connaissais pas, des flashs que j'avais pas, tout ça, parce que les séries de 2010, c'est ça, je les ai pas couvertes. Là. Je disais, je faisais du pupitre au bureau, je faisais autre chose en même temps, puis j'étais pas sur le hockey, puis j'étais pas au Centre Bell. Donc c'est ça. Donc, c'est beaucoup de ces choses-là qui quand t'arrives des moments comme ça, je réalise que c'est sûr que mes collègues qui étaient là à cette époque-là ont comme cet avantage-là sur moi. C'est correct, ça fait partie de la vie. Là. Tout à fait. Puis je change un peu dans un autre ordre d'idée. Il y a quelque chose qui pique ma curiosité parce que je t'écoute parler, tu es un verbomoteur. Tu as commencé ta carrière à Radio-Canada. Aspirais-tu à la télévision? Ma question a 2 volets. Si oui, là je vois non, fait laisse faire le si oui. Non, donc j'imagine que c'était dans la suite logique des événements de te diriger vers un média écrit. Oui, en fait, je me dirigeais pas vers ça, ni la radio, ni la télé. Par contre, à Radio-Canada, à cette époque-là, il y avait entrepris un virage qui appelait multiplateforme, qui était de faire en sorte que les journalistes soient capables autant d'écrire pour le site Internet, d'être à la radio, d'être à la télévision. Donc, j'en ai fait quand même de la télé, puis j'en ai fait de la radio. J'ai quand même fait beaucoup de radio. J'ai fait quand même un peu de télé aussi. Donc, tu sais, je m'y suis habitué, puis c'était correct. Puis aujourd'hui, ça me sert parce que, tu sais, dans les dernières années, RDS a commencé à m'inviter de temps en temps. Là, les podcasts sont devenus une chose de plus en plus populaire. On en a un, nous, à la presse, sortie de zone avec 98.5. Donc, tu sais, c'est quand même des compétences qui me servent. Mais non, c'était vraiment
vraiment pas mon rêve. Je considère que je communique beaucoup mieux à l'écrit. L'écrit permet d'analyser plus en profondeur, puis je pense que je suis quand même capable d'être plus punché à l'écrit que je suis capable de l'être en parlant comme ça, tu sais. Donc, c'est ça, ouais, je suis plus à l'aise. Je pense que j'ai besoin de réfléchir avant de parler de ce que je parle. Donc, pour ça, je trouve que ça va mieux à l'écrit. Donc, c'est ça. Donc, mais je suis 100% content et reconnaissant d'avoir quand même la capacité justement d'être à l'aise à une caméra, devant une caméra, puis d'être à l'aise au micro aussi. Là. Mais c'est une bonne réponse qui se respecte tout à fait. Tu as un très bon point. Il y a une manière d'analyser, de présenter les choses à l'écrit qu'on ne peut pas faire quand on parle, alors que c'est un peu garoché, là, si tu me permets l'expression. Oui, c'est intéressant. C'est une perspective que je n'avais jamais entendue. Je trouve ça très intéressant. Oui, la clé quand même, puis ça, pour les jeunes futurs journalistes dont tu es, la clé reste quand même la polyvalence. Puis ça, c'est un message qui est super important à propager, surtout en ce moment où on s'entend que l'industrie des médias n'est pas la plus florissante là en ce moment. Là, on a déjà connu des meilleurs jours, donc il n'y a pas autant d'emplois qu'avant, ça, il n'y a aucun doute. Donc, tu sais, ça se peut que comme jeune journaliste, si tu aspires à la télé, ça se peut que tu doives commencer à l'écrit ou vice-versa. C'est pour ça que c'est important d'avoir la capacité idéalement là, de faire les trois plateformes. Puis moi, c'est ça. Moi, je suis très content. Ça me donne des petites occasions en dehors de la presse. Puis, tu sais, travailler avec RDS, c'est formidable, là, vraiment, ces invitations-là que j'ai. Une fois de temps en temps, c'est vraiment super. Puis ça change un petit peu la routine aussi. Sache que je suis toujours content quand je te vois au 5 à 7. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Fait que, Guillaume, parle-moi un peu de ton travail. J'ai posé un peu la même question à Jonathan dans l'entrevue précédente. Je veux comparer un peu vos réponses. Parle-moi du lifestyle. Exemple, on dit le Canadien joue sur la route. Jonathan avait pris un exemple de Chicago un jeudi, peu importe c'est où. Comment ça fonctionne pour le voyagement, l'hôtel, ce que vous faites avant? Il nous expliquait que, puis j'aimerais que tu fasses le parallèle, mes questions ont beaucoup de volets, là, excuse-moi. Je veux savoir beaucoup de choses. C'est correct. J'aimerais que tu fasses le parallèle entre, Jonathan nous parlait, 2 jours avant, écrit sur l'équipe adverse. Quand le Canadien arrive la veille, écrit sur le Canadien. Ensuite, c'est le jour du match. Là, avec la presse, la formule en ligne, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez la même quantité de contenu à produire que vos compétiteurs qui ont du papier? Ou vous vous adaptez? Ou comment ça marche? Je te dirais, en termes de nombre d'articles, ça se ressemble beaucoup. C'est sûr que nous, par contre, on a moins l'enjeu de l'espace. C'est pas vrai qu'on a de l'espace infini parce que si dans la presse plus, on écrivait tous des articles de 1500 mots, on écœurerait nos lecteurs, puis les gens se rendraient pas au bout de l'édition. Le but, c'est quand même de faire quelque chose qui peut se lire en 30-40 minutes en déjeunant le matin. Mais ça reste que ça nous donne une plus grande flexibilité. Quand une histoire en vaut la peine, ça nous permet d'en écrire plus long. Puis quand c'est une histoire plus banale, c'est correct qu'on écrit 700 mots, puis c'est fini. Là, donc c'est ça. Mais en nombre d'articles, ça se ressemble. Ensuite de ça, pour ce qui est du nombre de jours, tout ça, en général, nous, on arrive la veille, mais si c'est un match dans l'Ouest, si c'est dans un autre fuseau horaire, par exemple, là, oui, on peut arriver 2 jours à l'avance. Ça dépend aussi de l'horaire du Canadien, c'est-à-dire si le Canadien a un entraînement sur la route prévu la veille du match, parce que ça reste que, je te dirais que le 2/3 des matchs sur la route, en général, ça se passe dans l'Est et le Canadien arrive la veille du match. Et même souvent, il va faire son entraînement à Brossard le matin, il va prendre l'avion pour arriver dans l'autre ville. Donc, l'intérêt d'arriver la veille, c'est simplement d'aller voir l'autre équipe parce que si le Canadien a fait son entraînement à Brossard, ils ne donneront pas des entrevues rendues. C'est ça, ils ne feront pas un entraînement, ils ne donneront pas des entrevues rendues dans l'autre ville. Donc, ça, cette partie-là de l'ancien temps, si on veut, où on voyageait avant la pandémie, c'est vraiment le fun parce que cette journée-là de couverture où on allait dans le vestiaire de l'autre équipe et on faisait des histoires sur l'adversaire du Canadien, c'est bien et c'est rafraîchissant parce que ça nous sortait
un petit peu du quotidien du Canadien, des joueurs du Canadien, exact, c'est ça. Tu sais, c'est correct qu'il faut développer des relations avec les joueurs du Canadien, il faut apprendre à les connaître, tout ça, puis ça va, mais une fois de temps en temps, c'est ça, de parler à d'autres mondes, raconter d'autres histoires, parler à des joueurs qui sont qui ont pas à accorder autant d'entrevues des fois dans une semaine que ceux de Montréal, c'est quand même rafraîchissant, je pense, pour tout le monde. T'sais. Donc, ce bout-là du travail d'avant la pandémie me manque quand même beaucoup. Là. Puis, qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi le plus spécial dans être sur le beat? C'est avoir accès à la chambre après les matchs, c'est le luxe de pouvoir les voir sur la route. Est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi le but, dans le fond? Si je me mets à la place d'une personne qui ne connaît pas tout à fait le monde des médias, puis je me pose la question, c'est quoi le but d'avoir des journalistes qui suivent l'équipe partout? Tu répondrais quoi? Je te dirais, c'est simplement de vraiment développer la meilleure connaissance possible de l'équipe et d'essayer d'avoir le pouls un peu. Tu sais, je veux dire, tu sais, les résultats, les matchs, tout le monde les voit à la télé, tu sais. Mais après ça, c'est quoi les histoires derrière ça, puis c'est quoi l'ambiance, puis comment les gars se sentent. Tu sais, c'est sûr que ça peut avoir l'air banal. Tu sais, tu regardes la télé après un match, tu vois les réponses de 2-3 joueurs, puis ça peut avoir l'air banal, surtout, tu sais, bon, il y a certains joueurs qui s'expriment moins que d'autres. Après une défaite, les gars parlent moins, mais c'est à la longue. C'est vraiment à la longue, tu sais, que tu développes des choses que, tu sais, les caméras ferment, tu sais, on baisse les micros, puis on jase un peu, puis c'est un peu tout ça qui... Si tu additionnes tout ça sur une longue période, ben ça te permet d'avoir le pouls, tu sais, de connaître. Puis tu sais comment tel joueur réagit, tu sais un peu plus comment tel joueur réagit dans telle situation. Puis s'il va être détendu, s'il ne sera pas, s'ils viennent de gagner puis qu'il fait la baboune, t'as peut-être une idée pourquoi. Mais c'est ça, c'est toute une connaissance qui prend du temps à connaître. Et ça prend, quand je dis prendre du temps, ben c'est ça, ça peut être des mois, même des années à être là au quotidien, à les voir après l'entraînement, après le match, avant le match, à les voir dans plein de situations différentes, puis des discussions aussi qui sont parfois quand on baisse le micro. C'est pas des grandes confidences tout le temps, là, c'est pas ça que je dis, mais juste ça donne un petit peu de matériel pour comprendre en background ce qui se passe. Puis fait que la somme de tout ça, ben ça fait en sorte que c'est ce qui donne une valeur à être sur le beat. Là. Il n'y a pas d'autre moyen de développer cette proximité-là, j'imagine, puis d'aller en profondeur comme ça, que justement d'être là à tous les jours et de suivre chacun des petits détails pour apprendre un peu analyser puis comprendre le comportement et les agissements des joueurs. Ben oui, ben c'est ça, exact. Tu sais, c'est que tu es là, tu leur parles, tu vois aussi ce qui se passe à la glace parce que tu es aux entraînements. Tu sais, des fois, sur la glace, un entraînement, tu sais, je dis, oui, c'est sûr que s'il y a une bataille à l'entraînement, tout le monde va la voir, mais tu sais, des fois, il y a des petites choses subtiles qui se passent, puis c'est ça, c'est vraiment des toutes petites choses, mais t'es notes, puis tu fais, OK, tu sais, t'ajoutes ça à toute ta masse d'histoire que tu as, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pour ça que oui, c'est nécessaire. Puis là, ben, à force d'être là tous les jours, ben, bon, oui, les gars te reconnaissent pas toutes. Là. Il y en a que je les croiserais à l'épicerie puis ils me reconnaîtraient pas ou ils me salueraient pas. Puis c'est bien correct comme ça. On n'est pas là pour être des amis. Là. Mais ça reste que, bon, c'est ça. Au bout du temps, tu développes ça aussi. Fait que oui, c'est super important, je pense, d'avoir ça comme bagage. Là. On change un peu de registre. Je veux savoir ton aréna préférée. Madison Square Garden. Que tu tailles le plus, et tu n'as pas le droit de me dire New York Islanders. Pas le droit de Madison Coliseum. Non, il n'y en aura pas. De toute façon, le Nassau Coliseum, je ne peux pas te le répondre parce que c'est le seul aréna, à part Vegas, mais bon, c'est encore nouveau relativement. Mais le Nassau Coliseum est le seul aréna que j'ai jamais vu, où j'ai jamais été. J'ai manqué cette chance-là. Ouais, ben c'était un de mes grands regrets quand ils ont probablement en 2015, il me semble, dans ces années-là, là, quand ils sont partis de Nassau vers Brooklyn. Mais non, Madison Square Garden, mon préféré, même pas proche. Là, Madison Square Garden est là, puis l'aréna suivant est là. Et celui que j'aime le moins, c'est à Ottawa. Ben, je dirais une égalité entre Ottawa et Sunrise. Okay. Deux arénas, tu sais.
j'aime ça un aréna dans une ville. J'aime pas ça un aréna dans un stationnement en banlieue. Donc, ces deux arénas-là d'Ottawa et Floride ont ça en commun. D'abord parce qu'il n'y a pas de vie autour, parce qu'il n'y a rien vraiment à faire autour. Puis aussi parce que un aréna construit en ville, c'est niaiseux comme détail et c'est pas toujours le cas, mais souvent, comme c'est construit en ville, il y a un petit peu moins gros de terrain. Donc, l'aréna est un petit peu plus compact. Quand c'est fait en banlieue, souvent, ça va être plus étendu. Puis, je disais, à Ottawa, tu le vois, je disais, l'angle des gradins et ça, au Centre Bell, l'angle des gradins comme ça, tu sais, ça fait une différence. T'es en haut, c'est la passerelle, puis je veux dire, t'es un code postal plus loin par rapport à l'aréna, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, fait que c'est ça en Floride puis à Ottawa. Moi, je trouve que c'est une des choses que je déplore et que j'aime pas de ces arénas-là. Donc, c'est ça, je te dirais que, ouais, puis à l'inverse, le Madison Square Garden, c'est formidable. Avec les rénovations, ils ont construit une passerelle un peu comme au Centre Bell, qui est pratiquement au-dessus de la patinoire. Mais comme c'est pas un amphithéâtre aussi grand, ben, t'es au-dessus de la patinoire, mais quand même un peu plus bas. Donc, c'est vraiment la meilleure vue. En plus, les tablettes de travail sont transparentes, les télés sont encastrées. C'est vraiment, vraiment formidable. Puis quand le match finit, tu sors, ben, t'es à New York. En plein centre-ville, t'es pas dans un parking de Canada. Ça ferait 55 minutes. Exact. T'es dans l'action, tout. Ouais, t'es dans l'action puis tout, c'est parfait. Ils ont le meilleur joueur d'orgue de la Ligue nationale, Ray Castaldi, qui est absolument incroyable, qui est super bon. Tout le temps des vedettes au match qui présentent dans les entractes. Donc, regarde, tout ça ensemble, c'est la meilleure place au monde. Le Madison Square Garden. Ben, j'adorerais avoir l'occasion d'assister à un match, en fait, là-bas un jour. J'ai fait quelques buildings, dont tes deux pires, là. J'ai fait les Joe Islanders, je l'ai fait. Moi, je suis allé au Nassau, pas sur la passerelle, là, mais on voit quand même le vibe, là. Puis écoute, moi, j'avais trouvé ça charmant parce que je me rappelle qu'il y avait des fried pickles. Ça n'existait pas au Canada. Puis il y avait comme l'atmosphère de ça sentait la vieille Coupe Stanley, là. Puis le vieux hockey des Islanders, OK. À Ottawa, je seconde, là. Écoute, là. Moi, c'est vraiment le milieu de nulle part. Le building en dedans, il est slack un peu, là, mais OK, mais quand tu sors, là, maudit, c'est poche, là. Si Ottawa avait un building dans la ville, là, ça changerait tellement l'ambiance, ça dynamiserait tellement la ville. Ce serait exceptionnel. Puis en Floride, ben écoute, il ne doit pas avoir bien d'ambiance quand vous y allez. Ben, c'est contre le Canadien, là, mais écoute, moi je suis allé à quelques matchs, puis écoute, c'est du hockey de Floride, on va dire ça comme ça. Ça a l'air d'être quelque chose d'autre. C'est particulier. Mais je comprends pourquoi. Peut-être qu'ils sont moins... Au MSG, ça doit vibrer, là. Surtout il y a quoi avec les Rangers, en plus, il y a une belle édition, là, fait que... Oui, puis tu sais, moi aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs des fois où j'y étais, c'était pendant les séries, parce que les Canadiens n'ont pas souvent joué en série depuis que je les couvre, mais il y a eu 2 séries quand même contre les Rangers. Donc, tu sais, j'ai connu aussi le hockey des séries au MSG, puis oui, c'était parfait, là. C'est vraiment une belle ambiance, là. Guillaume, en terminant, j'aimerais avoir ta meilleure anecdote depuis que tu es sur le beat. Je suis curieux de savoir c'est quoi parce que vous vivez quand même des moments privilégiés presque quotidiennement. Fait que ça doit être quand même, après quelques années, là, tu dois en collectionner des bonnes, mais je suis vraiment curieux d'entendre ça. Ben, c'est dur à dire. Il y en a vraiment beaucoup qui me viennent en tête. Autant simplement des choses qu'on se fait dire une clip dans une entrevue, des choses comme ça, que des. Moi, je suis assez spécialiste pour faire des mauvais coups aux collègues, je te dirais, surtout à Chaumont. Donc ça aussi, là, c'est un après l'autre. Donc c'est ça. Donc oui, tu sais, il y en a quand même beaucoup. De façon plus récente, là, je pense que c'était février 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, février 2019, j'ai l'honneur d'avoir fait sortir à John Tortorella sa phrase, sa phrase qui m'a le plus marqué dans ma carrière quand on le questionnait sur Artemi Panarin, comment ça se fait qu'il jouait pas, puis tout ça. Puis c'était à l'approche de la date limite des transactions. Panarin jouait encore à Columbus, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi qu'il pouvait s'en aller, qu'il n'allait pas rester comme joueur autonome, donc que les Blue Jackets auraient pu l'échanger finalement à la date limite. Puis tu le sais, quand un joueur
joue pas à l'approche de la date limite, on se demande, bon, est-ce qu'il est vraiment blessé ou est-ce qu'ils font juste le protéger pour pas le blesser avant de l'échanger? Donc, on était un petit peu insistant, puis j'ai eu le malheur d'être celui qui posait la question de trop à John Tortorella. Et puis, il a dit, vous savez, vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a eu, là, Panarin? Puis il a dit, il shit his pants. Il a chié dans ses culottes. Il dit, c'est ça qui s'est passé, puis là, il nous a un peu saisi, puis c'est dans le même scrum d'ailleurs, après ça, qu'il a dit, je pense qu'Anthony Duclair, c'est juste pas jouer au hockey. Mais je veux dire, là, c'est ça, on est sorti du scrum, puis on s'est dit, mon Dieu, c'est tout un scrum quand un coach dit qu'un de ses joueurs sait pas jouer au hockey, et c'est pas ça le fait saillant du scrum, ou à l'inverse, un coach a dit que son joueur s'est chié dans les culottes, puis c'est pas ça non plus le fait saillant. C'était vraiment, ça en était vraiment tout c'était un scrum d'avant-match, là. C'était pas le matin, là, c'était un truc de fin d'après-midi, quand l'équipe fait pas d'entraînement le matin, là, ils font juste sortir le coach 2 heures avant le match, puis donc c'était ça, donc moi, celle-là va toujours me marquer. Puis une que j'ai vécue avec Joe Byrne aussi, qui nous a tout le temps bien fait rire. C'est pas l'anecdote du siècle, mais ça nous a juste tellement fait rire. C'était à Lac-Mégantic. Le Canadien avait fait un entraînement à Lac-Mégantic en octobre 2013, 3 mois après la tragédie. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est ça. C'était vraiment une belle opération. Là. C'était en début octobre, juste avant que la saison commence, pour terminer le camp d'entraînement. Et puis, à la fin de l'entraînement, ils font une séance de tir de barrage. Et celui, je pense, je sais pas s'il avait marqué le plus de buts, mais en tout cas, il avait scoré 2-3. Puis c'est Gérard Galland, qui était assistant coach du Canadien. Puis écoute, c'était drôle. Puis il scorait, puis il avait le gros sourire, puis tout ça. Puis ça amusait tout le monde. Donc, après l'entraînement, on sort de l'aréna, puis là, Galland est à côté de l'autobus. L'autobus est dans le stationnement, puis les joueurs rentrent tranquillement, puis Gérard et Galland est assis sur une table à pique-nique à boire son coke comme un bon monsieur de son époque. Fait qu'on y jase un peu, puis on dit c'était moi puis Joe Byrne, on était ensemble, puis on dit on savait pas que t'avais encore une bonne shot comme ça, puis tout ça, c'était impressionnant, puis il va rire, puis il dit those fucking kids, en parlant des joueurs, il dit s'ils regardaient un petit peu leur carte de hockey, ils verraient que j'ai scoré plus de buts que tous eux autres dans la Ligue nationale. Nice. C'était. Ben ouais, son allusion aux kids du Canadien. Puis on avait vérifié, puis je pense qu'effectivement, il y avait peut-être Daniel Brière là, cette année-là qui était là, qui avait peut-être marqué plus de buts, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il avait réellement plus de buts dans sa carrière que n'importe quel joueur du Canadien. Nice, donc celle-là, je vais toujours en souvenir, puis c'est exactement Gérard Galland qui est profondément sympathique et attachant comme monsieur. Là, il y avait le beau rôle avec nous parce que c'était l'adjoint, donc on y parlait pas souvent de tout ça. Donc c'était tout le temps très léger avec lui les interactions, mais même après ça, quand on l'a connu comme entraîneur-chef dans les autres équipes, c'était tout le temps un bonhomme très courtois puis un monsieur qui a l'air très simple là, dans la vie. Puis c'est vraiment quelqu'un avec qui on a tous aimé composer là, dans nos carrières. Super intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Lefrançon, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. C'est toujours un plaisir de jaser de hockey et de notre business. Je suis tout le temps partant pour ça. Écoute, c'est cool de t'entendre raconter ces anecdotes-là, d'avoir une mise à jour suite à l'expérience qu'on avait eue ensemble. On ne s'était pas reparlé depuis cette soirée de stage il y a quelques années. Je ne l'ai pas fait tantôt, mais je te remercie d'avoir donné cette opportunité-là à un jeune homme qui tripait et qui tripe encore, puis félicitations de continuer à le faire. Comme tu l'as mentionné, de donner la chance à des jeunes de venir avec toi un match. Écoute, moi, ça a un peu changé ma vision. Chaque petite expérience que j'ai eue dans le domaine l'a un peu changé. Puis c'était à mes tout débuts avec Joe Byrne qui me pluguait à toi. Puis vous êtes du bon monde, qui a le cœur grand ouvert pour les jeunes. Puis merci de croire à ça, puis de donner la chance, d'accepter les invitations sur les podcasts. Puis c'est gentil d'avoir cette attitude-là. Moi, je vais m'en rappeler, puis c'est sûr que je vais avoir la même attitude avec les jeunes plus tard. Ben, regarde, ça nous fait plaisir. Puis comme Joe, je vais te dire, je vais te retourner les félicitations pour ton professionnalisme. C'est vraiment super bien organisé. Une belle marche à suivre. T'es arrivé avec ton plan, tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des gens, des fois, qui vont prendre des podcasts à la légère un peu parce que c'est informel. Puis le produit est informel parce que c'est une discussion comme ça, mais il y a toute une structure, une préparation derrière ça, puis tu le fais bien. Donc, félicitations à toi. C'est tout ton honneur de mettre autant de sérieux et de professionnalisme dans ton show. Très, très gentil. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup.
Donc, je te remercie. C'est un plaisir que tu viennes nous conter des anecdotes. La prochaine fois que tu te fais brasser par John Tortorella, tu iras plus loin encore. Ah, c'est correct, je le prends pas personnel. Ben non, je sais. C'est très intéressant. Merci, Guillaume, puis au plaisir de se parler. C'est good. Merci, à la prochaine. Salut. C'était Guillaume Lefrançois, journaliste à La Presse sur le beat du Canadien. Merci beaucoup, très, très intéressant. Je remercie mes deux invités de ce soir pour leur ouverture. Je viens de le dire à Guillaume, c'est super gentil de croire en les jeunes, d'accepter leur invitation. Moi, j'étais un jeune à 15 ans qui voulait savoir comment ça se passait chez les pros. Puis Guillaume m'a donné l'opportunité de voir de mes yeux comment se faisait le travail, comment travaillait Martin McGuire, comment travaillait Pierre Route, comment travaillait Guillaume, comment travaillait Jonathan qui a été là juste avant. Puis ça a été exceptionnel d'avoir accès à ça si tôt dans ma carrière. Puis c'est pas pour rien que seulement à 21 ans, j'ai eu des accès privilégiés. C'est parce qu'il y a des gens comme Jonathan et comme Guillaume qui tendent leurs mains aux jeunes talents. Donc, on les remercie. Merci beaucoup à Guillaume pour ce deuxième segment d'entrevue. C'était super intéressant. Disponible en rediffusion sur nos différentes plateformes, les amis. Hein, vous savez déjà. Je vois Mister Boursier qui se joint. Je vois l'Abri 17 qui est là. Si vous avez manqué les entrevues de ce soir, c'est disponible demain sur Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast et dès les quelques prochaines secondes sur IGTV. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve mercredi.